Bonjour tout le monde, voici l'heure de vous mettre au courant des dernières avancées au sujet de notre DB7. Et c'est assez important au final. J'ai continué mes investigations récemment sur cette voiture qui connaissait des petits soucis pour le déclenchement des ventilateurs. J'en avais déjà parlé il me semble. J'ai été vérifier toutes les continuités liées au relais qui permet le déclenchement, enfin le contrôle des motoventilateurs. Relais qu'on voit là-bas. Tout est nickel, les signaux envoyés aussi, et donc j'ai décidé avant-hier de poursuivre le test un peu plus loin, même si l'instrumentation du compteur m'indiquait que en théorie j'étais en surchauffe de liquide de refroidissement. Je dépassais en tout cas largement le milieu du manomètre. Et ben en branchant l'outil diagnostic, voilà. Lui, il m'affiche en direct la température exploitée par le calculateur, la gestion moteur, et en fait l'info est prise sur cette sonde-là en ce qui le concerne. Pour l'instrumentation du compteur, c'est celle-ci en façade. Et je me suis rendu compte que les deux températures ne concordent pas. Il y a une quinzaine de degrés de différence. Et donc aujourd'hui je vais m'attaquer à ça. J'avais essayé déjà de stabiliser disons, la situation du connecteur. Vu sa tête, on va la remplacer purement et simplement. J'ai trouvé de quoi le remplacer ici. Ça devrait faire le job. Et j'ai aussi une nouvelle sonde au cas où pour remplacer celle-ci. On sait jamais. Faut voir. Alors allons-y à dénuder ce bout de faisceau et à mettre tout ça au propre. Et même si ça résout pas le problème, ça fera un suspect en moins. A l'occasion du remplacement du moteur, j'avais déjà tenté de stopper la dégradation de ce morceau de faisceau en l'isolant du mieux que j'ai pu. Forcément, aujourd'hui ça rajoute quelques difficultés, mais la patience triomphera encore une fois. Et oui, j'ai encore ma pince de merde. Un jour, ce sera son heure. Pour bien faire, j'ai même prévu un peu plus de MOOC d'origine, notamment parce que ça a dû fortement jouer sur la fragilité du connecteur avant, à terme. Bien sûr, après avoir soudé ça et rétracté la gaine, je protège le tout avec de l'intissé ad hoc. Ça devrait pouvoir affronter les affres du temps et des cycles de chauffe sans problème cette fois. On va maintenant vérifier si le rafraîchissement électrique était vraiment indispensable en comparant les températures obtenues durant la chauffe.
Je sais pas si vous l'entendez suffisamment bien, mais à l'oreille à charge partielle, il me semble plutôt évident que le moteur produit pas mal de ratés à ce régime. Peut-être un indice à prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Comme vous pouvez le voir ici, on a dépassé le milieu de l'indicateur de température. L'OBD, lui, indique une température en deçà de 90 degrés, ce qui est encore une fois incohérent. Notre mise à niveau électrique n'a donc pas eu d'effet sur ce problème. Il va falloir fouiller ailleurs. On va encore avoir besoin de notre outil de diag. Allez, je vous montre où il se branche sur cette Aston. Pas de boîte à gants devant les genoux du passager, mais une trappe à ouvrir pour accéder aux prises OBD et aux relais. J'ai bien dit aux prises car oui, il y en a deux. Une pour les infomoteurs, transmission et châssis, et l'autre pour les équipements embarqués. C'est cette dernière que j'ai utilisée par exemple pour résoudre le problème révélé par le voyant d'airbag. Cette fois-ci, on va se brancher sur celle du bas. Une fois que c'est fait, l'outil est alimenté et on va pouvoir checker la partie au standard OBD2. Elle nous fournira quelques informations intéressantes. Régime moteur, température d'admission, pourcentage des gaz, mais surtout la température lue et exploitée par le CU. D'après les schémas électriques Aston, c'est aussi du traitement de cette valeur que dépend le pilotage du relais des autoventilateurs. Voilà la valeur qui nous intéresse. On comprend ici avec 18 degrés que le moteur est totalement froid. Ce qui est assez curieux étant donné que la voiture a tourné il y a quelques heures. J'ai fait l'acquisition de quelques autres sondes qui devraient correspondre à la pièce d'origine. Je vais donc remplacer celle actuellement montée sur le boîtier thermostat, celle qui nous annonce 18 degrés. Il faut faire vite pour ne pas perdre trop de liquide de refroidissement pendant la manœuvre. Une fois branché, on lit 26 degrés, ce qui est tout de même plus cohérent. Sachant qu'il fait déjà 18 degrés en température ambiante, il semblait impossible que le moteur ait pu retomber à la même température seulement quelques heures après avoir tourné un bon moment. Le moteur tourne maintenant correctement à tous les régimes et surtout, la température indiquée à l'instrumentation correspond désormais à celle affichée à l'OBD. Les ventilateurs se déclenchent maintenant à la bonne température et celle-ci est régulée comme il se doit. Fini les grosses chaleurs, autant pour moi que pour le moteur. Il m'aura tout de même fallu 1 an et un certain nombre de sondes pour me rendre compte que manifestement celle installée sur mon moteur ne portait pas la bonne référence. Durant ce laps de temps, j'ai même été jusqu'à démonter le combiné d'instruments pour l'inspecter en détail. Bon, j'en ai au moins profité pour remplacer les ampoules 1,2 watts par des 1,5 étant donné que la visibilité était vraiment limite d'origine. Cependant, j'avais vraiment envie de sécuriser le circuit de refroidissement du mieux que je pouvais et j'en suis arrivé là. J'ai de nouveau retiré le radiateur et déposé la pompe à eau pour la contrôler et remplacer son joint. Mais ça, c'était simplement parce que l'occasion le permettait. Pourtant, si vous avez bonne mémoire, vous savez que j'ai déjà remplacé le radiateur qui était présent d'origine et qui avait fini par fuir copieusement. Rien de dramatique, mais je me suis dit qu'on pourrait probablement mieux faire. Donc, il s'agissait de ce radiateur, qui est donc en bon état de fonctionnement, pas de problème avec ça. Je verrai si j'arrive à le revendre, je vois pas bien à qui, mais on verra bien. J'ai commandé autre chose. Ça. Et ça doit être quand même nettement plus performant. Donc c'est aussi prévu pour une XK8, mais ça fait aucune différence et ça m'arrange. C'est les mêmes de toute façon sur ces V12 Aston. Donc aucun souci avec ça, j'ai regardé, j'ai pris les mesures, normalement je devrais pouvoir le monter sans souci. Au passage, tant que j'y étais, j'ai également démonté la pompe à eau qu'il y avait sur la voiture, qui est celle-ci, et j'ai comparé avec le second système de refroidissement, enfin de pompe que j'avais. Je me suis rendu compte que finalement j'en avais un en plus, j'avais complètement oublié. Donc j'ai une volute qui est en fait la pièce rapportée en accessoire du moteur qui vient recevoir la pompe. Ça c'est très intéressant, pour une raison que vous allez comprendre, c'est que finalement,
cette pompe. Je me suis dit, bon sang, Aston, c'est pas possible, ils vont pas fabriquer une pompe juste pour ce modèle, vu ce que ça coûte en termes d'études, de conception, d'outils de fabrication, etc. Mais je me suis pas trompé. Cette pompe, c'est exactement la même que celui de nombre de V8 Ford, V10 également d'ailleurs, ce qu'on appelle les moteurs modular. Et ces moteurs modular reçoivent donc cette pompe, mais dans une version très très légèrement différente. Ici, la poulie qui vient là reçoit la courroie, il me semble, de ce côté. De l'autre côté, par contre. Donc, elle tourne à contresens. Ce qui fait que les ailettes sont orientées à l'inverse par rapport à la pompe Ford. Ce qui fait que la seule différence, finalement, c'est cette foutue turbine. Sauf que, en trouver une et la monter, c'est pas à ma portée. Donc, j'ai contacté une entreprise qui est spécialisée dans la rénovation des pompes à eau. Je leur ai exposé mon problème et a priori, il sera en mesure de prendre une de ces pompes et peut-être de trouver un meilleur design de turbine, parce qu'en fait, celle-ci, en fait, c'est un peu de la merde. Enfin, pour l'instant, on va déjà installer notre radiateur neuf, remettre en place ma pompe qui était quand même en bon état. Niveau roulement, jeu, etc., elle est absolument parfaite, celle-ci. L'autre pompe qui était en fait celle de mon moteur d'origine, il me semble, elle est pas trop mal non plus, mais elle fait un peu plus de bruit de roulement. Donc, on va remettre la même, mais j'ai commandé des joints quand même pour pouvoir changer ce torique là. Je voudrais pas avoir de fuite suite à ça, ce serait dommage. Voilà, aucun bruit particulier, celle-là, vraiment, elle est impeccable, aucun jeu. Donc ça fera l'affaire pour commencer. J'ai reçu les joints neufs. Je vais mettre un petit peu de graisse silicone là, pour que ça force pas dessus au montage. Donc on y est, je vais remplacer les galets enrouleurs dont j'ai également trouvé correspondance avec des modèles Ford très répandus. Ça ne coûte pas grand chose et c'est rapide à faire. J'installe la pompe à eau avec son joint neuf. Attention à bien l'insérer et à la serrer droite. Je poursuis la réinstallation des périphériques liés aux accessoires en commençant par le tendeur. Autour maintenant de la poulie de la pompe à eau. La courroie peut maintenant reprendre sa place. Elle est en parfait état et surtout j'ai remarqué qu'elle n'existait plus dans cette dimension. La référence Aston indique une version plus longue de 2 cm. Étrange. Je vais essayer de le mettre avec les protections, mais c'est pas sûr que ça sonne bien. Commence alors la laborieuse insertion de ce radiateur qui mériterait l'usage d'un chausse-pied. Tout passe au millimètre et la suite n'est pas tellement plus simple. Les durées d'eau sont également pénibles à réinstaller, tout comme le radiateur de climatisation et le groupe des motoventilateurs.
carrés insérés dans les radiateurs moteurs d'origine ne sont pas assez grandes pour cette nouvelle version. Je m'en fabrique donc une avec des rondelles meulées et des vis aux bonnes dimensions. On arrive au bout, j'ai pu réinstaller le boîtier thermostat et les différentes durites. Il s'agit maintenant de tout serrer correctement pour ne pas avoir de mauvaises surprises en démarrage. Après avoir rempli le circuit, on peut justement s'y essayer. Une fois le moteur monté en température, il nous faut trouver un test suffisamment sévère pour valider tout ce montage et vérifier qu'enfin, la température du liquide de refroidissement reste dans les normes en toutes circonstances. Donc, basse vitesse mais forte charge. Vous avez deviné ? Les sujets de Sa Majesté ne seront pas trop choqués, j'espère. Mais bon, vous commencez à me connaître, et de ce fait, vous connaissez aussi la suite. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, et joyeux Noël.